Vous savez, l'ennui avec cette série, La Cour des salles obscures, c'est que sa thématique est tellement vague et générale qu'elle n'impose pratiquement aucune limite en termes de sujet. Oui, je sais, oui. Ça peut aller de la manière dont sont traitées certaines idées en particulier jusqu'à des points peu techniques de narration. Et là, c'est le drame. Hey, tiens, te revoilà. On forme une fine équipe, ma couille. Oui, non, pardon, j'ai senti aussi que ça bloquait en le disant. Aujourd'hui, et puisque la série touche à sa fin, on va parler d'un sujet qui est impossible à aborder. Une dimension qui dépasse toujours du cadre de nos fictions et nous met à mal en tant que réceptacle de ce qui est raconté. Cette chose, c'est le temps. Bravo! Super! Génial le coup de théâtre. Ah, ils avaient déjà vu le titre de la vidéo, non? Oui, non, mais ça empêche pas un peu de... Hein? De... Comment? De quoi? Bah, un peu de mise en forme, quoi, je sais pas, enfin voilà, merde. Bof, c'est pas pour la visibilité que tu as que... Oh, tais-toi, j'ai fait le coup la dernière fois déjà. Retour à nos salles obscures. Qu'est-ce que le temps? Bah, là, c'est plutôt plus vieux en tout cas, hein. Faut que tu arrêtes là, hein. Je peux plus, moi. Je peux plus, là. Mais j'essaie de t'aider. Je dresse l'inventaire des idées reçues sur le sujet. Tu m'aides pas, tu me plombes, là. Qu'est-ce qu'on s'en fout des idées reçues sur le temps? Enfin, ils sont pas assez cons pour croire que c'est simple. T'es sûr de ça? Force est de constater que les outils dont nous disposons pour mesurer le temps ne sont pas efficients pour rendre compte de notre perception du temps. Tu dis ça parce que notre montre est cassée? Ouh, ta gueule, ta gueule. Ça fait des semaines que je te dis qu'il faut la réparer aussi. Oh. Donc non, je ne parle pas météo ou grammaire quand je parle du temps. Et je ne parle pas non plus de ce que vous indique votre montre, votre téléphone, votre laptop, que sais-je. Le problème auquel je fais face est que notre langage, aussi bien verbal que textuel, est impropre à encoder ce à quoi on fait référence quand on parle sérieusement du temps. Tac de notre horloge biologique. Oh. Va te soigner. Il a pas tout à fait tort. Comme à chaque fois que je me confronte à un sujet difficile à appréhender, je me suis penché du côté des sciences pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et vous savez ce que j'y ai trouvé? Encore plus de questions. Une certaine partie de mon cerveau ne voulait pas que je me torture à folâtrer avec ces vertiges abyssaux. Mais mon hémisphère dominant m'a dit tout au contraire. En avant tous, et bien évidemment, j'ai sauté là-dedans la tête à première avec encore plus d'entrain qu'au jour d'une falaise. Ouais. Souvenir, souvenir. Tendre souvenir. Alors effectivement, la science s'est penchée sur la question du temps. L'ennui, pour quelqu'un comme moi qui serait une bille en mathématiques pures, c'est qu'elle résout ça à grands coups d'équations vectorielles, je crois, et de théories farfelues qui ne vont pas sans heurter notre sens commun. Ouais, parce que les théories des multivers, les conséquences de théories avec des multivers. Le multivers, c'est pas une théorie en soi. Bon, les multivers tout court alors, c'est une théorie, un phénomène qu'on prend au sérieux parce que ça résout quand même pas mal nos interrogations sur le temps. Alors, pas directement, hein, je dégrossis beaucoup et assez maladroitement en prenant ce raccourci. En gros, le cheminement d'idées, c'est de se demander pourquoi l'univers est tel qu'il est, favorable à l'émergence de la vie, homogène, tout le bordel. Parce que, avec un seul univers, c'est une somme de probabilités plutôt problématique côté statistique. Alors donc, soit il y a Dieu aux commandes, il y a une infinité d'univers et c'est inévitable que le nôtre actuel finisse par se former à un moment donné. Donc ok, ce n'est pas directement le problème du temps qui amène la science à penser des multivers. Mais ça découle quand même de nos modèles Big Bang, toute cette histoire. Modèles qui sont induits par les relativités de l'ami Albert. Relativité qui nous invite à repenser entre autres notre conception du temps, c'est bien. C'est bien. Mais il n'y a plus de cookies. Vous avez tout mangé la dernière fois. Délaissons maintenant les considérations de science avant que je ne trahisse trop mon obscurantisme sur la question. Le sujet qui est le mien, c'est de déterminer ce que peut être cette chose étrange et bizarre qu'on appelle le temps dans nos imaginaires fertiles. Donc pas ça, hein. Vous avez compris quoi. La question n'est pas tout à fait anodine, malgré les apparences. En plus de tourmenter l'inconscient collectif créatif, le sujet se permet même parfois de débouler dans les questions de forme. Et ça, mes amis, ça ne veut pas rien dire.
Nope. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ces espèces de récits bizarres qui se donnent pour se passer en temps réel. Pour l'audiovisuel, j'entends, hein, parce qu'avec les bouquins, les jeux vidéo, le reste... Enfin, vous avez quand même plutôt la main dessus, quoi, normalement. Voilà. Ça vous impose pas un temps sans que vous puissiez choisir de mettre en pause à un moment donné ou quoi que ce soit. Donc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça va, jouez pas au con non plus. Le temps n'a pas la même portée selon le récit qui le traite. Plus que cela, il n'a pas la même consistance, si je puis dire, pas la même essence, pas la même nature. Non, parce que ce que j'appelle ici le temps n'est pas la même chose d'un créateur à l'autre, d'un média à l'autre, voire d'une œuvre à l'autre. Rien de très surprenant quand on rapproche cette idée d'avec celle qu'en ont les sciences. À savoir qu'il n'y a pas de temps universel, mais un temps propre pour chacun d'entre nous qui nous est propre et exclusif. Commencez à voir où je veux en venir? Non? Non, c'est moi, pardon. Non, mais c'est moi, ok. C'est moi. Chaque œuvre est un monde à part entière. À ce titre, autant que chaque œuvre réinvente le monde, chaque œuvre réinvente le temps. Plongeons plus profondément. Chaque œuvre comporte une myriade de temporalités relatives. Le temps n'a pas la même valeur d'une scène à l'autre, d'un chapitre à l'autre, d'un niveau à l'autre. Pour 3 minutes auxquelles nous assistons, il peut s'écouler dans le monde que nous ressentons, le monde qui nous est vrai pour nous, donc 3 secondes comme 3 millénaires. Ce qui est curieux, c'est que malgré ce tour de passe-passe flagrant, on ne le ressent pas comme une incohérence. Quand c'est bien fait, hein. Voilà, hein. C'est comme pour tout. D'où est-ce que ça vient, ça? Quelle espèce de magie nous touche à ce moment-là pour qu'un simple panneau inscrivant 60 ans plus tard nous fasse admettre qu'il s'écoule 720 mensualités entre 2 images? Et en parallèle de ça, qu'est-ce qui fait qu'une incohérence dans l'histoire nous en fait presque immédiatement sortir? On assiste à des choses qui sont quand même plus littéralement incroyables qu'une petite entorse temporelle quand on s'immerge dans un récit. Les imaginaires auxquels on se prête déconstruisent un paquet d'autres conventions que celles du temps, la plupart du temps. Pour prendre un exemple connu et récent, pourquoi on dit Amen aux dragons et aux marchands blancs, tandis que pour le trajet Boréal-Winterfell à 2 épisodes d'intervalle, on hurle au foutage de gueule. Entre les deux phénomènes, celui du spatio-temporel est pourtant quand même plus vraisemblable du point de vue scientifique. Alors pourquoi ? Parce que ça heurte une convention qui a encore valeur de vérité pour beaucoup trop d'entre nous. Parce qu'il n'est pas évident de faire entendre à ce beaucoup trop d'entre nous que le temps, et les vrais temps en fait, au pluriel, a quelque chose de magique. Au même titre que les arts, j'aime toujours pas ce mot pourtant, font de nous des magiciens démiurgiques. Prenez l'exemple du passage à l'âge adulte pour rester sur quelque chose de connu. Même sans disposer du savoir technique, c'est un modèle que vous reconnaissez immédiatement quand vous le rencontrez. Oui, si, je vous assure que oui, si. C'est souvent ce schéma-là qui vous donne l'impression d'une progression entre le début et la fin d'une histoire. Ou non, hein, quand c'est raté, c'est raté. Malgré tout, malgré le nom qui porte à confusion, le modèle est fonctionnel même si le gosse initial est encore un gosse à la fin. Parce que l'expression « passage à l'âge adulte » ne réfère aucunement à ce qu'en transcrit notre langage. Tout comme l'expression imparfaite de temps. Oui, le temps dont il est ici question, c'est le vertige auquel on se confronte quand on s'amuse avec notre pouvoir de création. Inventer, créer, ça signifie surtout jouer avec le temps. Jouer avec les mondes, jouer avec les réalités. Tout acte de création est une tentative humaine, à la fois géniale et pitoyable, pour s'extraire de ce cadre par trop rigide qu'est le temps, dans lequel mondes et réalités sont façonnés. C'est à cette nuance que l'on distingue une œuvre d'un produit. On peut donner la durée d'un film ou le nombre de pages d'un livre autant que vous voulez, ça bien sûr, mais une œuvre est affranchie des limitations du temps par essence. Les émotions qu'elle provoque, les sentiments qu'elle génère, les idées qu'elle nous insuffle, tout ça perdure encore après qu'on en soit sorti. La reconstruction des mondes à laquelle elle nous invite n'a pas de date d'expiration, autre que celle que nous lui attribuons. À moins que vous soyez de ceux qui bouffent des œuvres pour passer le temps, mettre le cerveau en pause... Vous êtes conscient qu'une œuvre, ça demande une quantité d'énergie et de temps qui en ferait pas lire n'importe quel trou noir, quand même. Non, parce que des fois, on dirait pas. Mettre le cerveau en pause, non mais... Le cerveau en pause... C'est un truc qui peut chauffer longtemps, le cerveau, hein. Et passer le temps, mais... Passer le temps, non mais sérieusement, passer le temps, ça veut dire dépenser le temps de vie qui nous est imparti, quand on dit ça. On est d'accord, hein. Le même temps de vie dont on se plaint qu'il se soit écoulé trop vite quand on enterre quelqu'un. C'est bien le même temps. Pour autant, je ne dis pas que se nourrir d'imaginaire est un gaspillage de temps. Non. Je serais mal placé pour dire. Parce que se faire le récipiendaire d'un récit, ça n'a rien d'un gâchis, ni de temps, ni d'effort. Tout au contraire même. Parce que dans ces moments-là, on fait un truc qui s'appelle vivre. Et si vous n'aviez pas encore compris qu'une œuvre ça se vit, autant avec votre cervelle qu'avec vos tripes,
Eh bien, je vous plains très sincèrement. Chaque œuvre est une virée hors du temps, hors des réalités qui nous sont familières. Le temps, pour autant, continue de passer malgré ce tour de magie. De passer inlassablement, comme s'il était une enveloppe, une chrysalide, de laquelle il nous serait impossible de sortir véritablement. En dépit des existences qu'on peut y vivre, une œuvre est toujours forcée de composer avec le temps, alors qu'elle peut s'affranchir de toutes les autres conventions. Il n'y a que le temps qui lui demeure un obstacle. Le temps impose de raccourcir ou de découper en morceaux une œuvre qui y prend trop de place. Bien que ce soit souvent pour des raisons bassement marketing, c'est aussi quelque chose qu'on a en tête quand on fabrique, indépendamment de tout producteur ou éditeur. L'art, si puissant qu'il soit, paraît incapable de s'extraire du temps. Et par conséquent, nous sommes aussi les captifs de cette invincible prison. À moins qu'il soit possible de soumettre la temporalité. Si vous avez déjà ri ou pleuré au contact de quelque chose que la définition commune de réalité n'englobe pas, ce que je vous souhaite quand même, vous voyez déjà de quoi je parle. Ces instants qui ne sont que vôtres et qui entrent en résonance avec quelque chose que le langage empêche d'expliquer. Vous serez peut-être en mesure d'en justifier les manifestations chimiques et physiologiques, mais ce qui vous a traversé, ce qui vous a habité, c'est autre chose que des manifestations chimiques et physiologiques. Ce que vous avez fait à ce moment-là, c'est que vous avez mis le pied dans un autre imaginaire, dans un autre monde, dans un autre temps. Les créateurs qui nous offrent de tels cadeaux n'échappent pas à cela. Quoique le processus soit quelque peu différent, l'acte de création leur est aussi un portail vers un ailleurs grisant et vertigineux. Le temps est relatif, oui, et dans un imaginaire, il est plus spécifiquement relatif à ce qui est raconté. Réciproquement, le propos de la narration est relatif aux temporalités qu'il utilise. De là à dire que la narration est une dimension aussi élémentaire que les trois d'espace et celle de temps, il n'y a qu'un pas que je franchis plus que volontiers. Car le temps, dans la manière dont il est traité, raconte quelque chose à part entière. La façon de mettre en scène le temps, de l'incarner ou de le désincarner, d'en faire une invincible prison ou un monde, est un élément de narration autant que le sont décors et syntaxes. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre nous touche plus qu'une autre, au final ? Est-ce que ça tient aux moyens qui sont déployés, tant techniques que créatifs? Ouais, il y a de ça, ouais. Indubitablement. Mais pas que. La part essentielle qui va définir l'impact d'une œuvre sur nous, c'est celle cauchemardesque sur laquelle aucun créateur n'a le moindre contrôle. La qualité de notre réceptivité. On élude souvent la chose faute de pouvoir aucunement la maîtriser, mais l'œuvre qui nous est offerte n'est jamais qu'une invitation. La manière de recevoir cette invitation complète ou avorte l'acte de création. Il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs. Cela est vrai. Dire qu'il y a autant de versions d'une œuvre qu'il y en a de récipiendaires n'est pas moins vrai, me semble-t-il. Alors non, lire, écouter, regarder, ressentir, vivre une œuvre, cela n'a rien de passif. Ou alors vous vous dédonnez de la part de créativité qui est votre responsabilité. Le spectateur, le lecteur, le joueur, l'auditeur est le Dieu qui donne une existence unique à une proposition qui, sans lui, n'est qu'une vaine rêverie personnelle. Ne vous tourmentez pas ou plus à chercher la signification d'une œuvre pour l'amour des dieux. Le seul sens qu'elle a et qui devrait vous occuper, c'est la vie que vous acceptez de lui donner par votre propre et seul imaginaire.